Ta banque, ton conseiller bancaire n'est certainement pas ton ami, n'est certainement pas mon ami, n'est certainement pas ton ami, n'est certainement pas l'ami de ses clients. Méfie-toi de ta banque, méfie-toi de ton conseiller bancaire, méfie-toi des courriers qui t'envoient et de tous les entretiens que tu fais avec ta conseillère ou ton conseiller en banque. Je te répète encore une fois, ta banque n'est certainement pas ton ami, et bien au contraire, tu vas être très très surpris. Salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'aborde l'actualité, la politique et l'économie, sans langue de bois et en toute franchise. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, pour avoir travaillé en banque 10 ans, comment ta banque, comment votre banque en 2026 contourne illégalement le droit au compte, et comment votre banque, comment arnaque des centaines de gens au grand jour. Témoignage choc et confidence en fin de vidéo. Avant de démarrer la vidéo, s'il vous plaît, un petit pouce en l'air et un commentaire pour le référencement de cette vidéo. Et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous si vous souhaitez avoir des informations, des posts, des vidéos, des lives sur les sujets d'actualité, d'économie et de politique en toute franchise, sans filtre et sans langue de bois. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est là que je vous ferai des confidences un peu plus personnelles sur mon expérience de banquier et d'ancien banquier, plus de 10 ans dans une grande banque cotée en bourse. Donc ceux que ça intéresse, restez jusqu'à la fin, je pense que vous serez pas déçus du voyage. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors les amis, ce qui se passe, c'est vraiment terrible. Le droit au compte, il est bafoué. Certaines grandes banques françaises cotées en bourse violent littéralement le droit au compte. Je l'ai vu de mes yeux. On est plusieurs centaines de conseillers bancaires de différentes banques à témoigner aujourd'hui à visage découvert pour l'avoir vu de nos yeux. Non seulement on l'a vu de nos yeux, mais en plus, c'était une pratique industrialisée, une pratique tutorée, une pratique courante, enseignée et je dirais forcée par certains directeurs d'agence de certaines grandes banques françaises. C'était donc quasiment une obligation pour certains conseillers de contourner la loi, de contourner le droit au compte et de refuser le droit au compte à des individus lambda. Comment? Pourquoi? Eh bien, vous le saurez dans cette vidéo. Alors, en préambule, le droit au compte, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, c'est bien beau, ami négociateur. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me plébisciter via le petit sondage que j'ai fait dans le post, dans l'onglet post de la chaîne, dans l'onglet communauté. 129 votes quand j'ai relevé les compteurs tout à l'heure à 14h, donc 85% qui étaient favorables à une vidéo sur ce sujet, donc bien évidemment je vous l'ai proposé, je l'ai fait. Alors le droit au compte, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, la Banque de France garantit à tout particulier et à tout professionnel, donc c'est également valable pour les professionnels, le droit de disposer d'un compte bancaire avec une carte de paiement et de retrait ainsi qu'un RIB, un IBAN. Ça ne veut pas dire que la Banque de France vous garantit ce droit gratuitement, mais ça veut dire qu'elle vous garantit ce droit. Et si une banque vous refuse l'ouverture d'un compte, comme ça arrive malheureusement de plus en plus souvent, et on va voir pourquoi certaines banques s'amusent à ce petit jeu et se croient plus malins que les autres, mais à mon avis elles vont être rattrapées par la justice et bientôt condamnées lourdement, et restez jusqu'à la fin parce qu'une grande banque cotée en bourse dans laquelle j'ai travaillé risque dans les semaines à venir d'être condamnée lourdement par la justice pour une affaire de ce type justement. Donc, qu'est-ce qui se passe? La banque, il faut savoir une chose. Je vous le disais en préambule, ta banque n'est pas ton ami. Ma banque n'est pas mon ami. Nos banques ne sont certainement pas nos amis, bien au contraire. Et les conseillers bancaires et surtout les directeurs d'agence sont les pires. Méfie-toi à chaque entretien que tu fais, à chaque email que tu envoies à ton conseiller, à ta conseillère. Les conseillers bancaires aujourd'hui, malheureusement, et je dis bien malheureusement, j'accuse pas ici les petites mains, que ce soit les personnes qui travaillent au guichet des agences ou bien les petits conseillers, les petites conseillères qui n'ont pas le choix, bien évidemment elles subissent et ils subissent les ordres de la direction, du directeur d'agence, de la directrice d'agence, mais sache une chose mon ami, aujourd'hui une banque c'est avant tout et surtout un centre de profit, un magasin, un fonds de commerce qui n'est régi que par une seule chose, le PNB, produit net bancaire. C'est l'indicateur
qui va faire en sorte que le directeur va se voir attribuer, lui, et pour sa petite gueule à lui uniquement, des primes chaque trimestre. C'est l'indicateur qui va faire qu'en fin d'année, les conseillers, les chargés d'accueil, les gestionnaires de patrimoine vont avoir des grosses primes, des grosses augmentations, des progressions de carrière. C'est l'indicateur qui va faire que le centre de profit qui est géré en général par région, eh bien, va avoir une grosse prime, une grosse carotte pour faire courir encore plus vite ces petits employés, on nous a pris pour des chiens, et je le dis aujourd'hui à visage découvert, dans certaines banques françaises, encore une fois, pas toutes, mais certaines. Et de plus en plus, les conseillers, les conseillères bancaires sont maintenant des marchands de tapis. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que malheureusement, chaque journée, le conseiller, la conseillère, le directeur d'agence, la directrice lui tape sur la tête. Il a un petit tableau Excel. Combien tu as fait de plan d'épargne logement? Combien tu as fait de livret A? Combien tu as fait d'assurance automobile? Combien tu as fait d'assurance habitation? Combien tu as fait de protection juridique? Combien tu as fait de garantie accident de la vie? Combien tu as fait d'assurance vie? Combien tu as fait d'ouverture de compte? Combien tu as fait de carte bancaire payante? Combien tu as fait de produits structurés? Combien tu as fait de plan d'épargne action? Voilà la journée type d'un conseiller, d'une conseillère bancaire en France en 2026. Et toutes les 2 heures environ, le directeur, la directrice, eh bien, fait le tour des bureaux, vient relever les compteurs. Ça ressemble beaucoup à du proxénétisme qui ne dirait pas son nom d'ailleurs. Et vient demander, toc, 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 combien tu as fait de contrat, combien tu as fait d'assurance vie, combien tu as fait d'assurance automobile. Voilà comment ça se passe en banque. Le problème, c'est que normalement, un conseiller bancaire, il est surtout là pour conseiller ses clients. C'est pour ça qu'il s'appelle conseiller. Mais en vérité, mes amis, je vous le dis, et pour l'avoir vécu pendant plus de 10 ans dans une grande banque française cotée en bourse, et j'ai des amis qui travaillent encore dans d'autres banques, et malheureusement c'est encore pire, eh bien le conseiller n'est plus du tout là pour conseiller, il est là pour influer, pour influencer, certaines fois pour manipuler ses clients, pour les pousser à signer une assurance automobile, une assurance vie, une carte bleue à débit différé, une assurance décès, une protection juridique, des cochonneries, tout ça, des cochonneries. La plupart des banques aujourd'hui, malheureusement, sont régies par le pognon, le fric et uniquement le fric, et la notion de conseil, la notion de risque, la notion de conformité, ça passe en dernier. Alors, le droit au compte, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous le disais en préambule, je me suis un peu emporté. C'est l'obligation pour chaque citoyen, donc je précise que ça concerne également les personnes qui ne sont pas de nationalité française, hein. C'est pas la peine d'avoir une nationalité française, c'est pour tout résident français, tout simplement. Hein. Donc, un droit au compte pour un particulier, pour un professionnel. Si votre banque vous refuse l'ouverture d'un compte, il faut, premier réflexe, demander une attestation, demander un écrit. Ça, c'est important. Il faut demander absolument un écrit, donc je vous mettrai les liens en bas de la vidéo, d'accord? Et profitez-en pour mettre un petit pouce en l'air et pour partager, s'il vous plaît, cette vidéo. Donc, quand on vous refuse l'ouverture d'un compte, que vous soyez particulier ou professionnel, il faut avoir le réflexe, de toute façon, il faut avoir le réflexe dans tous les cas, hein, de demander un écrit avec à minima, je dis bien à minima, l'entête de la banque sur l'écrit en question, ou au moins en bas de la feuille, l'entête de la banque et l'adresse de l'agence qui vous a refusé le compte. La banque, il faut savoir, l'agence a 15 jours pour prendre une décision et pour vous répondre. Si ce n'est pas de visu, elle vous répond par courrier et c'est une obligation légale. Donc, premier élément, quand vous faites un dépôt de droit au compte, un dépôt de demande de compte, exigez un écrit et avec cet écrit, vous mettez une date et au bout de 15 jours, la banque est tenue de vous faire une réponse écrite. Je vous dis ça parce que déjà, sur ce paramètre, plus de 50% des banques qui ont été auditées en 2024-2025 ne respectaient pas cette obligation. Là, en début d'année, c'est en train d'aller un tout petit peu mieux parce qu'il y a eu des amendes, il y a eu des sanctions par la Banque de France, mais ce n'était pas le cas jusqu'à fin 2025 pour la plupart des banques. Donc, un refus doit se faire par écrit obligatoirement, envoyé à votre adresse personnelle, par courrier simple, bien évidemment. C'est une obligation. Beaucoup de banques, et moi je l'ai vu de mes yeux, s'amusaient et s'amusent encore, à mon avis, à contourner la loi en faisant soit une fin de non-recevoir, soit en disant bah là on n'a pas le temps, on a trop de clients, revenez le mois prochain. Ça, c'est interdit. Je vous rappelle une chose, vous pouvez exiger, même si vous n'êtes pas client, qu'une banque de votre choix vous reçoive dans un délai d'une semaine, un délai raisonnable d'une semaine, pour l'ouverture d'un compte. C'est une obligation qu'a la banque
de devoir vous proposer un rendez-vous, même si c'est que 20 minutes, même si c'est sur le bord, sur un coin de table, mais chaque banque doit pouvoir vous proposer un rendez-vous pour l'ouverture d'un compte dans une semaine maximum. À l'issue de ce rendez-vous, elle aura 15 jours pour vous notifier son refus ou son accord, par écrit toujours. Et vous, de votre côté, si vous avez un refus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez saisir la Banque de France. La Banque de France, donc soit par courrier, à l'adresse que je vous indique ici, directement, à Paris, c'est une boîte postale TSA, soit directement en ligne, c'est le plus simple, sur le site de la Banque de France, soit si vous avez une succursale de la Banque de France, eh bien, vous rendez à cette succursale et vous déposez votre dossier avec, justement, la fameuse lettre de refus que la banque est censée vous adresser. D'accord? Alors là, je vais faire une pause parce que c'est déjà important, et il y a déjà beaucoup de banques qui fraudent, et moi je l'ai vu de mes yeux malheureusement dans la banque dans laquelle j'ai travaillé. En fait, qu'est-ce qui se passait? Je vais vous dire la vérité. Le directeur d'agence nous donnait un petit peu un mode opératoire pour frauder le droit au compte. Première étape, les instructions qui étaient données à la chargée d'accueil, en l'occurrence, c'était de différer au maximum les rendez-vous, commencer, que les prospects venaient solliciter au guichet, à l'accueil de l'agence. Pourquoi? Parce que la chargée d'accueil, elle pose quelques questions. Quand les gens viennent demander l'ouverture d'un compte, elle dit est-ce que c'est pour vous ou pas pour vous? Est-ce que vous habitez la commune, pas la commune? Et elle se permet même, et ça c'est interdit, de demander si la personne travaille, ce qui n'est pas autorisé normalement à l'accueil. Tu n'as pas à demander au client, au prospect s'il travaille, ça ne te regarde pas. Ça, c'est uniquement entre le conseiller qui va recevoir la personne et le client. D'accord? Même si elle a un contrat de travail en CDI, ce qui est également interdit et formellement interdit, c'est pour ça les amis, vous ne vous laissez pas faire, vous ne laissez pas marcher sur les pieds. N'oubliez jamais que ces banques-là sont des petits commerçants, des petits marchands de tapis, qui sont là uniquement pour le business. Et toutes ces petites questions pièges là que la chargée d'accueil ou que le chargé d'accueil vous pose à l'accueil, quand vous faites une demande de rendez-vous pour l'ouverture d'un compte, c'est pour faire quoi? C'est pour vous piéger. C'est pour essayer de deviner déjà si vous êtes, soi-disant, d'après ce que les banques disent, des mauvais clients ou des bons clients, parce que tu sais que nous, ils nous appellent des mauvais clients ou ils nous appellent des bons clients. Ah oui, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Et encore, je suis poli. Et selon les réponses que vous avez données, donc c'est pour ça, parlez le moins possible à l'accueil, eh bien, va vous proposer un rendez-vous, soit la semaine prochaine, soit tout de suite, si elle flaire les bons gros sous, tu vois, soit dans un mois, si elle voit que c'est un compte d'une personne un peu fragile, un peu en difficulté, eh bien ne vous laissez pas faire, il faut exiger un rendez-vous dans une semaine maximum. Et ne répondez pas à toutes ces questions. Vous devez fournir une pièce d'identité en cours de validité et un justificatif de domicile à votre nom et prénom de moins de 6 mois. Point final. C'est tout ce qu'il faut pour l'ouverture d'un compte en nom. C'est tout ce qu'il faut. D'accord? Voilà. Et donc, selon ce que la personne répond à l'accueil et ce que la chargée d'accueil réussit à glaner comme information, si elle flaire que vous êtes fiché, vous êtes interdit bancaire, elle va vous proposer un rendez-vous dans un mois et demi, 2 mois des fois. Elle va dire on vous rappellera, c'est quoi votre téléphone? Bougez pas, on vous rappelle la semaine prochaine. Puis en fait, il vous rappelle jamais. Donc première arnaque, première fraude. Certains directeurs de certaines banques, et moi je l'ai vu malheureusement de très nombreuses fois, dans une grande banque française cotée en bourse, le directeur donnait comme instruction à la chargée d'accueil, si c'était des clients qui n'avaient pas beaucoup de revenus, ou qu'elle devinait qu'ils n'avaient pas beaucoup de revenus, de ne pas proposer de rendez-vous, ou de proposer un rendez-vous dans un mois et demi. Pourquoi d'après vous? Pourquoi est-ce que le directeur d'agence ordonne de ne proposer un rendez-vous pour les clients fragiles que dans un mois et demi? Eh ben, c'est pour les décourager. C'est pour les décourager. Comme ça, ils vont dire un mois c'est long, un mois et demi c'est long, je vais aller voir ailleurs. C'est pour les décourager. Et c'est totalement illégal. C'est une fraude. Une banque n'a pas le droit de vous proposer un rendez-vous d'ouverture de compte à plus d'une semaine. C'est interdit. Donc déjà, premier élément, c'est déjà une fraude. En plus de ça, une fois que le rendez-vous se fait, donc là, vous devez amener effectivement, alors soit vous avez déjà été refusé par une autre banque et vous avez ce qu'on appelle la lettre d'injonction de la Banque de France. Donc là, il faut y aller franco, vous amenez directement la lettre d'injonction, votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile. Soit, si c'est pas votre cas, vous amenez juste votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile. N'amenez que ça. Normalement, pour ouvrir un compte, il faut que ça. Et j'insiste. Pourquoi? Parce que beaucoup de conseillers et beaucoup de chargés d'accueil et beaucoup de directeurs exigent. Je dis bien exigent. Pour un rendez-vous d'ouverture de compte, les fiches de paie, le contrat de travail, l'avis d'imposition, pourquoi pas le bilan sanguin pendant qu'on y est. Tout ça c'est interdit, Ils ne peuvent vous demander que votre pièce d'identité en cours de validité
et qu'un justificatif de domicile récent de moins de 6 mois à vos noms et prénoms. C'est tout. Le reste, ils n'ont pas à vous le demander. J'insiste. Parce que dans 90% des cas, vous verrez, faites le test demain matin. Allez à n'importe quelle banque, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Amenez votre fiche de paye, amenez votre contrat de travail, amenez votre avis d'imposition, amenez la couleur de votre slip. Ils sont curieux. Tu sais pourquoi ils sont curieux? Parce que c'est des petites fouines, c'est des petits rats, ces petites fouines. Plus ils en savent sur toi, plus ils font un rapport à Tracfin et au centre des impôts, et plus ils vont essayer de te coincer. D'accord? Donc fais attention. Et donc, suite à l'entretien que tu vas avoir pour l'ouverture d'un compte, d'accord? Là, soit ça se fait tout de suite, tant mieux, soit c'est un accord de principe, tant mieux. Et si c'est un refus, eh bien, ils vont pas te le dire. Parce que deuxième arnaque que le directeur d'agence donne comme instruction à ses conseillers, c'est si vous voulez refuser l'ouverture d'un compte, et je te rappelle que l'ouverture d'un compte est à la discrétion entière du conseiller, donc les conseillères et les conseillers, c'est à eux de décider s'ils t'ouvrent un compte ou pas. Donc quand ils te disent, il faut que j'en parle à mon directeur, il faut que j'en parle à mon cheval de bois, c'est des conneries, d'accord? C'est que dans leur tête, ils ont déjà décidé de te refuser l'ouverture du compte. Donc, s'ils te refusent le compte, ils vont pas te le dire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon bah ok, je garde ça de côté, je vous rappelle quand j'aurai une réponse. La clarinette. Ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont déjà décidé de pas t'ouvrir ton compte, mais que pour gagner du temps, pour pas avoir une lettre de la Banque de France d'injonction, bah, ils vont te faire galérer pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Pour toi, tu te décourages, que tu ailles ouvrir un compte ailleurs, parce que je te rappelle que droit au compte, qu'est-ce que c'est? C'est l'obligation que donne la Banque de France à une banque de ton choix de t'ouvrir un compte uniquement si tu n'as pas de compte ailleurs. Et donc, si tu as un compte ailleurs, eh ben, c'est trop tard. Donc, si entre-temps, tu as fait le tour des autres banques et que tu as une autre banque qui t'a ouvert ton dossier d'ouverture de compte, eh ben, tu peux plus prétendre le droit au compte. T'es chocolat. Et c'est tout le piège des directeurs d'agence. Ils comptent sur ça. Ils comptent sur le fait de gagner du temps et qu'une autre banque t'ouvre ton compte, tout simplement. Mais ça, c'est illégal, c'est interdit. Voilà. Alors, également, pour parfaire un petit peu l'information, je disais en préambule qu'il ne faut qu'une pièce d'identité en cours de validité et qu'un justificatif de domicile de moins de 6 mois, de moins de 3 mois, c'est exact. Ça, c'est dans le cas où tu veux simplement un compte normal avec une carte bancaire normale à débit immédiat et éventuellement un livret. D'accord? Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que si tu as l'intention de demander tout de suite un débit différé ou bien une autorisation de découvert, et que tu sais que c'est assimilé au crédit au niveau de la réglementation bancaire, là, par contre, là, effectivement, le conseiller et la conseillère est en droit de te demander tes fiches de paye, ton contrat de travail et ton avis d'imposition. Mais dans ce cas-là seulement, si tu demandes soit une autorisation de découvert, soit un débit différé, ce qui s'assimile également à une forme de prêt. D'accord? Mais c'est les exceptions, c'est les seules exceptions. Sinon, ils n'ont pas le droit. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, une petite confidence. Et là, vous allez rigoler. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Hein, mais là, entre-temps, vous avez mis un pouce en l'air, vous êtes abonné. Alors, moi, ce que j'ai vu dans ma grande banque cotée en bourse, donc déjà, je vous dis, pour ceux qui m'ont pas suivi, cette grande banque m'a licencié l'an dernier pour faute grave qu'elle a imaginé de toutes pièces, qu'elle a inventé. Ils ont imaginé que j'aurais, soi-disant, fait trop d'emails à ma responsable hiérarchique, donc à mon directeur et à mon responsable des ressources humaines, en l'occurrence, et que ça les aurait stressés, les pauvres petits choux, tu vois. Bah oui, parce que c'est des fragiles, c'est des petites natures, c'est des petites chiffres molles, tu sais, le directeur d'agence, hein, bah apparemment il serait fragile du cerveau, donc ça l'aurait troublé, dis donc, oh là là, le petit chat. Ah oui, bah maintenant tu peux te faire licencier quand tu fais trop d'emails. Et le DRH, pareil, un grand bonhomme de 55 ans, hein, un vieux briscard de merde, et bah soi-disant, comme j'aurais fait trop d'emails, il se serait plaint, il aurait dit, ah, ami négociateur, dis donc, c'est pas gentil, m'a fait trop d'emails, ça va stresser, donc on va le licencier pour faute grave. Bon. En vérité, c'est du pipeau. La seule raison pour laquelle ils m'ont licencié, c'est que j'ai dénoncé leur magouille, notamment concernant le viol du droit au compte, que j'ai dénoncé également des magouilles qu'ils faisaient, sur la falsification de rapports de devoir de conseil en assurance vie. Leur magouille également a forcé les clients à souscrire des assurances vie, à placer sur de l'assurance vie, alors que eux, ils voulaient laisser leur argent sur leur livret pendant 1 an. Et ben, le gestionnaire de patrimoine dit, non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est la même chose. Mettez sur votre assurance vie, vous allez voir, vous êtes content. Bah oui, le gestionnaire de patrimoine, il se frotte les mains, parce que lui, il va encaisser une commission sur le versement, une commission sur les frais de gestion annuels, une commission sur les frais d'arbitrage éventuels, et une rétrocommission s'il arrive à placer un produit structuré ou des gestions sous mandat, là, la con, là, d'ailleurs. Et ben, il y aura une deuxième commission. Et le directeur d'agence, pareil, se frotte les mains. Donc, encore une fois, méfiez-vous des banques et des banquiers, et des directeurs et des gestionnaires de patrimoine, et ne signez jamais, au grand jamais, ces cochonneries d'assurance vie et de produits structurés. C'est des cochonneries qui sont truffées de frais cachés et de frais
opaques ou avérés, qui sont truffés également de charges et de trucs bizarres, donc on ne comprend pas tout, qui sont faits pour alimenter l'organisme d'assurance qui est en général lié à la banque, d'accord? Vous savez que les banques ont toutes et tous un organisme d'assurance, parce que sinon on ne pourrait pas vendre des assurances vie et des assurances automobile habitation, et pour avoir des commissions à l'année et des rétrocommissions. Donc le seul gagnant, quand vous allez signer une assurance vie, une assurance placement, produits structurés, assurance vie, c'est la banque et c'est le banquier. Frais de gestion, frais sur versement, frais d'arbitrage, frais annuels. Le seul gagnant, c'est la banque et le conseiller. Et vous, ils vont vous donner des miettes à la fin de l'année. Ils vont vous donner des miettes. Et que même si vous êtes en moins-value, la banque prend sa commission. Et vous êtes comme un con en moins-value. Vous perdez de l'argent. Vous donnez de l'argent à votre banque, vous lui confiez de l'argent, soi-disant, ils vont s'occuper de ça. Tu parles. C'est géré automatiquement par un ordinateur. Ils s'en occupent pas du tout. À la fin de l'année, que ça fasse une moins-value ou que ça fasse une petite plus-value, eux, ils prennent leur commission, ils prennent leur bac-chiche. Et vous êtes le dernière roue du carrosse, comme on dit. Bon. Signez pas ces cochonneries avec vos banques. Et d'ailleurs, signez jamais non plus l'assurance automobile et habitation. Souvent, vous serez moins bien assuré qu'ailleurs et vous payerez plus cher. Parce que la banque prend sa commission au passage. Donc ça, c'est ce que j'ai vu de mes yeux. J'ai également vu, dans une grande banque française toujours, des conseillers de clientèle embauchés alors qu'ils avaient qu'une carte de séjour temporaire de 12 mois ou de 24 mois et qu'ils ont volé leurs clients, qu'ils ont détourné de l'argent depuis les assurances vie des clients vers les comptes bancaires des copains du conseiller qui vivaient au Centrafrique ou je sais pas où, au Cameroun, là, d'accord. J'ai vu également des conseillers en gestion de patrimoine qui volaient des clients, des autres conseillers qui étaient en arrêt maladie, d'accord, pour faire du chiffre, tout simplement. Ah oui, pour faire du chiffre, du placement, de l'assurance vie, des produits structurés, toujours pareil, tu vois, et de l'assurance automobile. J'ai vu du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, bien évidemment, mais ça, c'est, je dirais, c'est la routine, malheureusement, en banque. Et j'ai vu également, eh bien, des mensonges faits aux clients, encore une fois, leur faisant croire que c'est pareil de mettre sur une assurance vie risquée, ce qu'ils appellent des produits structurés, que de laisser de l'argent sur un livret A pendant 12 mois ou 24 mois. Donc on trafique, les conseillers trafiquaient, pas moi, hein, parce que moi justement c'est ce que j'ai dénoncé, c'est pour ça que j'étais licencié. Hein. Les conseillers ou les gestionnaires de patrimoine trafiquaient, ça s'appelle comment ça s'appelle déjà, les rapports avant investissement, les trucs comme ça, diagnostic avant investissement, c'est obligatoire. Ils trafiquaient la réponse qui était en page 2, horizon de placement souhaité par le client. Le client lui dit, bah non, moi je veux mon argent dans un an et demi, si j'ai besoin de récupérer mon argent, je veux pouvoir en disposer. Et bah donc normalement, ils doivent répondre, ok, un an et demi, horizon de placement, 12 mois, 24 mois. Et bah non, ils répondaient 8 ans, le conseiller, à la place du client. Ça s'appelle un faux usage de faux, d'accord, très très grave, hein. Passible de prison quand même, je le rappelle quand même, hein. Mais bon, apparemment les banques s'en foutent que ça fonctionne comme ça, elles ferment les yeux, hein. C'est qui s'occupe de ça normalement? C'est AMF. L'AMF apparemment ne fait pas assez d'enquêtes. Bon, ça va peut-être changer parce que j'ai fait un rapport, moi. Il y en a qui vont avoir des surprises, ça je le dis au passage hein, également. Et la Banque de France, pareil. Et donc, c'est comme ça que ça se passe, en fait. On ment aux clients du matin au soir, on arnaque les clients. Et puis, bah voilà. Et c'est pour ça que certaines grandes banques françaises, à la fin de l'année, là, a dit super, on a fait du profit. Ouais, on a fait des bons bénéfices. On va distribuer des bons dividendes à nos actionnaires. Bah oui, parce qu'elles escroquent les clients. Elles arnaquent les conseillers, elles exploitent les conseillers, elles harcèlent les conseillers, bah effectivement, hein, 1 plus 1 ça fait 2. Hein. T'arnaques tes clients, t'arnaques tes conseillers, t'exploites tes conseillers, bah effectivement la banque est bénéficiaire, ça c'est sûr. Mais le dindon de la farce c'est qui? C'est le client et le conseiller et les petites mains, les petits employés qui sont harcelés, poussés au burn-out, voire au suicide des fois malheureusement, je l'ai vu aussi. Enfin bref, c'est une cochonnerie. Ne faites jamais confiance à votre banque, ne faites jamais confiance à votre conseiller ou votre conseillère. Je vous en supplie, ne leur faites pas confiance, parce que c'est des marchands de tapis, au mieux des marchands de tapis, au pire des escrocs en costume cravate. Et tailleur le boutin. Ciao les amis, merci de m'avoir suivi, ciao.